Je m'appelle Élise, et si vous m'aviez croisée il y a 6 mois, vous auriez vu une ombre errer dans les rues de Lyon. Une femme de 32 ans, les yeux cernés, serrant contre elle un dossier rempli de papiers administratifs froids et impersonnels, mon divorce. C'était une fin banale, une histoire de différences irréconciliables, qui masquait en réalité une lente érosion de mon estime de soi. Mon ex-mari, un homme brillant mais étouffant, avait passé 5 ans à me convaincre que mes rêves étaient des caprices et que ma voix n'avait pas vraiment d'importance. Quand j'ai signé la dernière page, j'ai ressenti un vertige terrifiant. Non pas la liberté immédiate, mais le vide. Un vide immense, blanc, silencieux. Qui étais-je sans ce mariage? Sans cet appartement que nous avions décoré ensemble? Sans cette routine qui, même toxique, était rassurante? Pendant 2 semaines, je suis restée chez moi, volets clos. Et puis, un mardi matin, en renversant mon café sur une vieille carte postale de Florence que j'utilisais comme marque-page, j'ai eu un déclic. C'était une sensation physique, une impulsion électrique qui partait de mon ventre pour irradier vers mes doigts. Je n'avais pas seulement besoin de changer d'air, j'avais besoin de disparaître pour mieux renaître. J'ai vendu la plupart de mes meubles, résilié mon bail, mis le reste dans un garde-meubles et acheté un billet de train aller simple. Pas de plan précis, juste une direction, le sud, la lumière, la vie. Mon arrivée en Italie a été le premier choc. Je me souviens être descendue du train à Santa Maria Novella, à Florence, avec mon énorme sac à dos qui me sciait les épaules. L'air était chargé d'une odeur de café torréfié et de jasmin. Pour la première fois depuis des années, personne ne m'attendait. Personne pour me demander pourquoi j'étais en retard, personne pour critiquer ma tenue. J'étais seule, effroyablement seule, mais pour la première fois, cette solitude avait un goût de possibilité. Les premiers jours ont été un mélange étrange de larmes et d'euphorie. Je pleurais devant la beauté du Duomo, je pleurais en mangeant des pâtes à la truffe dans une petite trattoria de l'Oltrarno, je pleurais parce que je ne savais pas quoi faire de mes mains. C'est là, assise sur les marches de la Piazzale Michelangelo au coucher du soleil, qu'un vieil homme s'est approché de moi. Il vendait des aquarelles aux touristes. Il m'a observé un moment, puis m'a tendu un petit carnet vierge et un crayon de charbon. « Signorina », m'a-t-il dit avec un sourire édenté, « les yeux qui pleurent voient mieux les couleurs une fois les larmes séchées. Dessinez ce que vous ressentez, pas ce que vous voyez. » Je n'avais pas dessiné depuis le lycée. Mon ex-mari trouvait que c'était une perte de temps improductive. Hésitante, j'ai commencé à gribouiller. Pas le paysage parfait devant moi, mais le chaos des toits, les ombres, la lumière brute. J'y ai passé 3 heures. Quand je me suis relevée, il faisait nuit noire, mais une lueur s'était allumée en moi. Ce soir-là, j'ai acheté ma propre boîte d'aquarelle. Mon voyage s'est transformé. Je ne me contentais plus de visiter, j'observais. De Florence, je suis descendue vers la côte amalfitaine, puis j'ai traversé la mer pour rejoindre la Grèce. À chaque étape, je remplissais des carnets. Je dessinais les visages des pêcheurs à Naxos, les chats errants d'Athènes, les balcons fleuris de Naples. J'ai découvert que j'avais un œil pour les détails que les autres ignoraient, la mélancolie d'une chaise vide, la joie dans la posture d'un enfant qui court. À Santorin, j'ai rencontré un groupe de nomades digitaux dans une auberge de jeunesse. Il y avait là des graphistes, des rédacteurs, des codeurs. Des gens qui vivaient ma rêve de liberté. Parmi eux, il y avait Clara, une Espagnole exubérante qui gérait une agence de marketing en ligne. Un soir, alors qu'on partageait une bouteille de vin blanc face à la caldeira, elle a feuilleté mon carnet. Elle s'est arrêtée net, les yeux écarquillés. « Élise, c'est incroyable. Tu as un style, c'est brut, c'est vivant. Pourquoi tu ne fais rien de ça? » J.I. Nervousement. C'est juste un passe-temps. J'étais assistante administrative. C'était peut-être ce que tu faisais, mais ce n'est pas ce que tu es, a-t-elle rétorqué avec sérieux. Le lendemain, Clara m'a proposé un défi, créer des illustrations pour le blog de voyage d'un de ses clients. Pay. J'ai failli refuser par réflexe, la petite voix de mon ex-mari me murmurant que je n'étais pas à la hauteur. Mais j'ai regardé l'horizon bleu infini, et j'ai dit oui. J'ai passé la semaine suivante à travailler comme une forcenée, installée dans des cafés, tachée de peinture, mais vibrante d'une énergie nouvelle. Le client a adoré. Il en a redemandé. C'est ainsi que, petit à petit, au fil des kilomètres et des pays, je me suis forgé une nouvelle identité.
Je n'étais plus l'ex-femme de, j'étais Élise, l'illustratrice voyageuse. J'ai pris confiance en moi. J'ai appris à dire non, à négocier mes tarifs, à accepter les compliments sans baisser la tête. J'ai appris à aimer mon corps aussi, ce corps que j'avais caché et négligé. La marche, la natation dans les criques sauvages, le soleil sur ma peau, tout cela m'a reconnecté à ma propre vitalité. 6 mois après mon départ, je suis arrivée à Lisbonne. C'est une ville de lumière et de mélancolie, parfaite pour mon âme d'artiste. J'ai loué une petite chambre dans le quartier de l'Alfama, avec une vue sur le Tage. Je me sentais forte, indépendante. Je pensais avoir tout ce qu'il me fallait, ma liberté, mon art, et un avenir ouvert. Je ne cherchais rien d'autre. Surtout pas l'amour. Pour moi, l'amour était synonyme de chaîne et de compromis douloureux. J'avais verrouillé cette partie de mon cœur à double tour et jeté la clé dans la Méditerranée. Mais Lisbonne a cette magie particulière de déjouer les plans les mieux établis. Un après-midi, alors que je sketchais la façade azuléjo d'une vieille boulangerie, un coup de vent soudain a emporté mon dessin. Il a virevolté dans la ruelle pavée avant d'atterrir au pied d'un homme qui sortait d'une librairie ancienne. Il s'est baissé pour le ramasser avec une délicatesse surprenante. Il avait des cheveux en bataille et portait une veste en velours côtelé un peu usée au coude. Quand il a relevé la tête, j'ai vu des yeux rieurs, d'un vert profond, derrière des lunettes rondes. Il a regardé le dessin, puis moi, puis le dessin encore. « Vous avez capturé l'âme de ce bâtiment », a-t-il dit dans un français parfait, teinté d'un accent chantant que je ne saurais identifier tout de suite. La plupart des gens dessinent les carreaux, vous avez dessiné les fissures. C'est là que réside l'histoire. Je suis restée figée. Ce n'était pas une phrase de drague, c'était une observation sincère. Il s'appelait Gabriel. Il était restaurateur de livres anciens. Nous avons échangé quelques mots, timides. Il m'a rendu mon dessin comme s'il me rendait un trésor. Je l'ai remercié et je suis partie précipitamment, le cœur battant un peu trop vite à mon goût. Je me suis dit que c'était juste l'adrénaline de la course après le papier. Je ne savais pas encore que cette rencontre fortuite allait bouleverser toutes mes certitudes nouvellement acquises. J'étais fière de ma solitude, je la portais comme une armure. Mais Gabriel venait de trouver, sans le vouloir, le défaut de la cuirasse. Il m'avait vu, vraiment vu, à travers quelques traits de crayon sur une feuille volante. Ce soir-là, dans ma petite chambre sous les toits, j'ai regardé mon dessin. Il y avait une trace de doigt un peu poussiéreuse dans le coin, là où il l'avait tenu. Pour la première fois depuis mon départ de Lyon, je ne pensais pas à l'endroit où j'irais demain, mais à la possibilité de retourner à cette librairie. J'avais peur, terriblement peur. Mais c'était une peur différente de celle du divorce. C'était la peur de ceux qui ont quelque chose de précieux à perdre, ou peut-être, quelque chose de merveilleux à gagner. Je ne savais pas encore que mon voyage vers moi-même ne faisait que commencer, et qu'il allait prendre un tournant que je n'aurais jamais osé imaginer dans mes rêves les plus fous. Je suis retournée à la librairie 3 jours plus tard. J'ai fait les 100 pas devant la vitrine poussiéreuse avant d'oser pousser la porte. La clochette a tinté, un son clair qui a semblé réveiller les fantômes des milliers d'histoires endormies sur les étagères. Gabriel était là, au fond, courbé sur un ouvrage relié de cuir, une loupe à l'œil. Quand il m'a vue, son visage s'est illuminé d'une façon qui a fait taire mes angoisses. Il n'a pas posé de questions intrusives, il n'a pas fait de commentaires sur mon absence. Il a simplement souri et m'a demandé si je voulais voir le cœur de la boutique. Il m'a fait entrer dans son atelier, une arrière-boutique saturée d'odeurs de colle, de vieux papiers et de cire d'abeille. C'était un sanctuaire de patience. Il m'a montré comment il réparait une page déchirée d'un manuscrit du XVIIIe siècle, avec une délicatesse chirurgicale. On ne cherche pas à effacer les blessures du livre, m'a-t-il expliqué doucement, on les consolide. On fait en sorte que l'histoire puisse continuer malgré elle. C'est la cicatrice qui donne de la valeur à l'objet. J'ai senti une boule dans ma gorge. Il parlait de papier, mais j'avais l'impression qu'il parlait de moi. Pour la première fois, j'ai compris que mes propres fissures n'étaient pas des défauts à cacher, mais la preuve de ma résilience. Les semaines suivantes ont été une révélation lente et douce. Gabriel n'a pas essayé de m'envahir. Il m'a laissé mon espace, respectant mes heures de dessin solitaire, mes promenades sans but, mes silences. C'était l'antithèse absolue de mon mariage. Mon ex-mari prenait toute la place, dictant mes goûts, mes horaires, mes pensées.
Gabriel, lui, était comme un tuteur bienveillant pour une plante qui cherche le soleil. Il était là pour soutenir, pas pour contraindre. Nous avons commencé à explorer Lisbonne ensemble. Il me montrait des jardins cachés derrière des portes cochères, des kiosques où l'on servait la meilleure gingina, des points de vue ignorés des guides touristiques. Et moi, je dessinais. Je le dessinais lui, souvent, quand il ne regardait pas. La courbe de son dos quand il lisait, la concentration sur son front, ses mains agiles. Un soir, alors que nous dînions dans mon petit appartement, j'ai renversé mon verre de vin rouge sur la nappe blanche. Un réflexe pavlovien de terreur m'a saisi. Je me suis figée, attendant les cris, les reproches sur ma maladresse, la leçon de morale que j'avais subie pendant 5 ans. J'ai commencé à balbutier des excuses paniquées. Gabriel m'a regardé, surpris, puis a éclaté de rire doucement. Il a trempé son doigt dans la tache de vin et a dessiné une forme abstraite sur la nappe. « Regarde, a-t-il dit, ça ressemble à un dragon, ou peut-être à l'archipel des Açores. C'est juste du vin, Élise. Ça se lave. Et si ça ne part pas, ça fera un souvenir. » J'ai éclaté en sanglots. Pas de tristesse, mais de soulagement pur. Ce soir-là, j'ai compris ce qu'était la sécurité émotionnelle. J'ai compris qu'on pouvait être aimé pour ses maladresses autant que pour ses réussites. Sur le plan professionnel, tout s'est accéléré. Clara, mon amie rencontrée en Grèce, m'a contactée avec une proposition folle. Une maison d'édition française cherchait un illustrateur pour une nouvelle collection de guides de voyage émotionnels et artistiques. Elle leur avait envoyé mon portfolio. Ils ont adoré. Ils voulaient signer pour 3 livres. Le premier ? Le Portugal. J'ai sauté de joie, dansant seule dans ma chambre avant de courir annoncer la nouvelle à Gabriel. Il m'a prise dans ses bras et m'a fait tournoyer. « Je n'en ai jamais douté », a-t-il murmuré dans mes cheveux. « Ton talent est une évidence pour quiconque a des yeux. » Travailler sur ce livre a été l'apothéose de ma renaissance. J'ai parcouru le pays, parfois seule, parfois avec Gabriel le week-end. J'ai dessiné les vignobles du Douro, les falaises de l'Algarve, les trams jaunes de Lisbonne. Chaque trait de crayon était une affirmation. Je suis là. Je suis capable. Je suis vivante. Je n'étais plus la femme effacée de Lyon. J'étais une artiste publiée, une voyageuse, une femme aimée. 1 an jour pour jour après mon départ de France, je me suis retrouvée assise à la même terrasse de la Piazzale Michelangelo à Florence, où j'avais rencontré le vieux peintre. J'y étais retournée pour boucler la boucle, pour mesurer le chemin parcouru. Mais cette fois, je n'étais pas seule. Gabriel était à côté de moi, lisant un livre, sa main posée